Bonjour, bienvenue à Hello Santé Nutrition. Au total, 3 jours de webinaire pour vous les éleveurs, pour vous tous les professionnels de l'élevage, en collaboration avec les magazines de référence, Filière Avicole, Pormag et PLM. 3 jours d'information, d'innovation pour vous donner des idées, vous conseiller, vous accompagner dans la conduite de votre élevage. Nous parlons maintenant du risque rongeur. Les rongeurs, vous le savez, il peut y en avoir partout. Il y en a d'ailleurs quasiment partout. Parfois, ils font peu de dégâts, on vit avec, on s'en soucie assez peu. Mais bien souvent, c'est une plaie, un vrai problème qui affecte nos animaux, leur santé, leur performance, mais aussi le matériel ou les bâtiments. On va donc tout vous dire pour bien identifier le risque et vous donner les meilleurs conseils pour combattre les rongeurs efficacement. Le risque rongeur, protéger la santé de vos animaux grâce à des pratiques efficaces. Nous sommes ce matin avec l'IFATEC, premier fabricant français de produits contre les rongeurs, spécialiste de la lutte contre les nuisibles depuis plus de 50 ans et installé à Pont-du-Casse, près d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, pays du pruneau. Sur le plateau d'Hello Santé Nutrition, en direct de Rennes, de Cesson ce matin, Florian Peignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert technique l'IFATEC. Et Damien Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique et innovation l'IFATEC. Damien, quels risques font peser les rongeurs sur les élevages ? Alors, le premier risque, c'est sur la santé des animaux. Les rongeurs sont porteurs de maladies, vecteurs de maladies aussi. Ils vivent au contact des animaux, ils se nourrissent au même endroit, ils boivent au même endroit. Donc, les risques de transmettre des maladies se font de manière assez importante sur ces points-là, les points d'abreuvement, les points d'alimentation, via les éjections d'urine et de fesses. Ah, urine et crotte. Alors on va voir justement une slide. Allez, vous allez voir qu'on a le sens de l'humour à l'IFATEC. On va voir un dessin qui va apparaître. Non, c'est le précédent. Repassons le dessin précédent. Voilà, c'est celui-là. Alors vous voyez ce dessin, on a beaucoup d'humour. On en verra quelques dessins comme ça. Et à la fin, je vous montrerai de quel magazine l'IFATEC ces dessins sont sortis. Alors Damien, vous nous avez parlé de maladies. Quelles sont les maladies transmises par ces bestioles, souris et rats ? Il y a beaucoup de maladies. Une des plus transmises et des plus connues, c'est la leptospirose. Donc c'est une maladie qui, en dehors d'être déjà reconnue comme maladie professionnelle pour les agriculteurs, va impacter énormément la reproduction sur les élevages porcins et vaches laitières. D'accord, notamment par la fertilité, ce genre de problèmes. Tout ça, qui en ont fait, un impact, c'est bien ça. Donc un gros impact sur la fertilité. On va donner l'exemple des porcs. Oui. Donc un impact sur généralement une baisse de 12% de la fertilité si on compare 2 élevages de porcs. Un avec de la leptospirose, un sans. 12% sur les avortements, je crois. Sur les avortements. Et au final, le coût est estimé à 8 € par porcelet. 8 € par porcelet. Donc évidemment, là, on voit bien. On va montrer cette deuxième slide. Regardez le risque sur la santé humaine et animale. Alors là, vous voyez encore un autre dessin, une manifestation d'animaux non au rat, ça suffit. Et puis on voit bien sur la partie droite, j'aimerais que vous me le commentiez, un couple de rongeurs, combien ça peut faire d'animaux très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Damien ? Si on prend l'exemple du rat, un couple de rats, s'il n'y a aucun contrôle, si la nourriture est à profusion, ce qui est souvent le cas sur une exploitation, c'est 5000 descendants par an. Donc vous imaginez, ça peut aller très vite. Il faut savoir que une femelle peut être gestante alors qu'elle est en train d'allaiter. Donc en fait, le taux de reproduction et le taux de génération est très rapide. Ah ouais, c'est exponentiel. Alors vous venez de nous parler d'un impact financier sur le porcelet. Sur la volaille, quel est l'impact ? Alors sur la volaille, on va parler de la salmonellose. Même si ce n'est pas forcément un impact direct sur la santé des volailles, c'est plus par rapport à la santé humaine. Oui. En abattoir, donc ça peut monter jusqu'à 280 € par tonne de pénalité. Donc si on retraduit sur une bande de 20 000 poulets, à peu près 40 tonnes, c'est un manque à gagner de 11 000 €. Donc c'est quand même conséquent, ça peut être la marge. Et au-delà de ça, on va parler aussi du droit à produire. C'est que un éleveur qui va avoir, par exemple, 2 fois, 3 fois de la salmonellose, l'abattoir peut refuser
les volailles venant de cet éleveur. Donc là, c'est carrément le droit à produire qui est touché. Oui, donc évidemment, c'est pas rien. Les conséquences, vous l'imaginez, sont désastreuses. Alors, après la santé, très important, les rongeurs, on le sait, ça peut faire des dégâts aussi, d'autres dégâts dans l'exploitation. Ouais, donc les autres dégâts, ça va toucher, l'exemple vache laitière, de l'enrubanage. Là, vous pouvez voir sur les photos, voilà, des balles enrubannées où les rongeurs sont venus faire leur terrier à l'intérieur. Eh ouais, on voit les trous sur les enrubanés, Voilà, ça vaut 25 € une boule 25 d'enrubané. €, ouais, à peu près 25 €. Donc une balle d'enrubané, une fois qu'elle est percée, c'est perdu, c'est fichu. Ou alors on la donne dans les 2 jours, mais voilà. Il faut la donner très rapidement, mais voilà. Après, il va y avoir des impacts sur le stockage d'aliments, Eh oui. les impacts sur les bas de porte, par exemple, qui vont être rongés. Ah oui, on voit sur la photo de gauche, là, c'est une porte qui est rongée, ça. Et bien souvent, les aliments, ceux qui ils aiment s'attaquer aux aliments premier âge, aux poudres de lait. C'est bon, c'est vachement bon. C'est très bon, et en plus, donc souvent, ce sont des aliments quand même qui coûtent relativement cher, donc l'impact économique est assez important. Extrêmement important. Et le dernier impact économique, le dernier dégât, ça va être sur le matériel. Oh là. On peut voir, ils vont rentrer dans les moteurs. Alors, belle photo, là, on voit, c'est quoi? C'est une souris ou un rat? C'est un rat qui rentre dans un moteur. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ce qu'il fait là, c'est que souvent il y a un peu plus de chaleur. Il y a des mousses, il y a des parties isolantes, et ils aiment bien ronger et faire leur nid à l'intérieur. Eh ben d'accord, ok, bravo le rat, la photo est magnifique là, il est superbe, mais il nous embête pour pas dire un autre mot. Alors santé des animaux donc, leur performance, mais aussi, on vient de le voir, matériel et bâtiments, les dégâts peuvent être multiples. La preuve, sur le terrain, nous avons demandé à une éleveuse de se filmer dans son élevage laitier en Isère, une jeune éleveuse qui s'appelle Floriane et qui travaille au GEC du Mas du Plan. Floriane, quel était le problème chez vous ? Les problèmes liés aux rongeurs sur l'exploitation étaient surtout au niveau des stockages des aliments, les silos qu'on retrouvait avec des bâches percées, donc de la pourriture et du gaspillage de fourrage. Également sur tout ce qui est les palettes de lait en poudre, les palettes ou les aliments qui étaient stockés en big bag, les aliments pour les jeunes veaux, etc. Donc on avait du gaspillage sur les fins des palettes, puisque souvent on retrouvait les sacs percés et donc l'aliment foutu. Aussi, on a eu des soucis au niveau des robots de traite avec des souris certainement qui mangeaient les fils des capteurs des portes d'entrée et sortie. Donc voilà, ça nous commençait à nous poser pas mal de problèmes, aussi bien au niveau technique et puis économique, parce que du gaspillage et puis des réparations liées aux destructions faites par les rongeurs. Témoignage de Floriane, on a bien compris tout ce que ça peut faire concrètement dans sa ferme. On retrouvera Floriane pour des interventions en vidéo comme ça tout au long du webinaire. Florian Peignot, je me tourne vers vous. On a compris les risques. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'il faut traiter tout de suite ? Alors non, justement, il ne faut pas traiter tout de suite. Il faut faire au départ... Attention avec votre montre, vous tapez sur la table, je vous en prie Florian. Il ne faut pas traiter tout de suite. Non, pourquoi ? il ne faut pas traiter tout de suite, il faut faire un diagnostic et c'est la première étape avant le traitement. Alors pourquoi il faut faire un diagnostic d'abord ? Donc il faut faire un diagnostic parce qu'on peut avoir par la suite des échecs de traitement dû au produit et un mauvais diagnostic. Si on fait un mauvais diagnostic, ça peut complètement rater. Alors, qu'est-ce que c'est un bon diagnostic, Florian ? Alors, un bon diagnostic, c'est un état des lieux d'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, on regarde les indices de présence. Donc, si on peut avoir la slide, on a des indices. Alors, décrivez-nous ce qu'on voit. Voilà, donc on voit sur la première photo à gauche, donc on voit les coulées. Donc les coulées, c'est des passages répétés des rongeurs où ils passent régulièrement. Ah ouais, on voit bien. On en a partout, ça, dans toutes les fermes. On en a régulièrement dans toutes les fermes dès qu'il y a une infestation de rongeurs, des passages de rongeurs. Il y a aussi le lieu d'habitation. Ça, c'est la photo du milieu. Voilà, la photo du milieu. Donc là, c'est les terriers où vivent et nidifient les rongeurs. D'accord. Et sur la troisième photo à droite, on peut avoir des dégâts de souris ou de rats, comme on voit là sur la photo, comme on peut observer. Voilà. D'accord. Donc ensuite, on peut avoir aussi les crottes, plus ou moins fraîches. D'accord. On va le voir à l'écran aussi. Les crottes, on va le voir ça. C'est la photo de gauche. Voilà, c'est sur la photo de gauche. Et on peut voir aussi par rapport à la fréquentation des indices de présence. Donc c'est des traces de pattes au niveau de la boue où ils passent régulièrement sur les coulées comme on voyait tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a aussi d'autres zones, j'allais dire des zones refuges qu'il faut regarder? Alors oui, aussi. Donc on peut avoir aussi des endroits où les souris, les rats laissent des traces de sébum. Donc c'est des passages. Là on le voit sur répétés. l'écran, là c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on voit sur l'écran, c'est les traces noires qu'on voit sur l'écran. Et donc aussi, on peut avoir des zones de refuge, des zones d'alimentation. Et là, on va regarder une autre photo. Voilà. Voilà, ça c'est des zones de refuge et d'alimentation. Alors à droite, on voit bien, c'est une zone où il y a une petite mare. Voilà. Et puis à gauche, c'est des sacs ouverts, quoi. Voilà, donc les zones de refuge peuvent être les zones au niveau de la mare où ils peuvent nidifier aussi à cet endroit. Et sur les zones d'alimentation aussi où ils peuvent venir manger régulièrement. Bon, alors on voulait vous montrer toutes ces photos justement pour voir où il faut regarder le diagnostic. Il faut aller voir partout dans la ferme où ils se nourrissent, où ils passent et où ils vivent. Alors, est-ce que ce diagnostic, Florian, permet d'identifier le type de rongeur auquel on est confronté? Oui, justement. Donc on peut identifier le type de rongeur. Donc on peut trouver sur une exploitation, tel type d'exploitation, on peut trouver du rat brun. Donc on peut appeler aussi surmulot ou rat d'égout. On le voit sur la photo, celui voilà, de gauche, sur la photo de gauche. Ça c'est le surmulot, celui-là. Voilà, c'est le surmulot, voilà, avec des crottes, ce qu'on appelle des noyaux d'olive de 10 à 15 cm approximativement. Des crottes de 10 à 15 cm? Oui, millimètres. Millimètres. C'est un chien, votre rat. Non, millimètres. Ouais, d'accord. Donc, on peut trouver aussi du rat noir, qu'on appelle aussi rat des greniers ou rat des navires. D'accord. C'est la photo du milieu. La photo du milieu, voilà, exactement, avec des crottes en forme de gouttes d'eau, de 10 mm à peu près, approximativement. Un peu plus petite. Bon, après, entre 10 et 15 mm, à l'œil nu. Il y a une différence. Oui, vous le voyez, mais nous, dans les fermes, c'est pas facile. Bon, ok. Et donc, après, sur la photo de droite, on peut voir aussi de la souris. Donc, ce qu'on appelle la souris grise ou la souris domestique. Donc, c'est des crottes qui sont gros comme des grains de riz de à peu près de 5 mm de longueur. Alors, donc, voilà. On en voit par contre parfois passer, on voit un petit rongeur qui passe, et on a du mal à l'identifier. Est-ce que on peut l'identifier? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils comment, au-delà des crottes, identifier un rongeur qu'on voit? Donc, on peut l'identifier exactement grâce aux crottes et au lieu de présence. Donc, ici, on voit sur la photo, là, c'est des animaux qu'on a regroupés pour la photo, et ils ont des différences, j'allais dire, anatomiques. Voilà, ils ont des différences. Donc, la souris est assez petite en général. C'est celle du milieu, là. C'est celle, c'est la troisième en partant du haut. Okay. Et donc, on peut avoir des complications à reconnaître le rat brun et le rat noir. En général, le rat noir a un pelage noir. Certes, il peut avoir un pelage un peu gris aussi. Ça, c'est génétique, ça peut arriver. D'accord. Mais par contre, on peut le reconnaître à la différence. Donc, il a une queue bien plus longue que le corps. Ah oui, le deuxième en partant du haut, sur le rat noir. Eh bien, il a une queue plus longue que le rat brun qui est lui au-dessus, c'est ça? Voilà, exactement. Donc ça, on le reconnaît. Et est-ce qu'il y a une autre différence anatomique? Donc, il y a une autre différence anatomique, c'est au niveau de la tête, au niveau du développement des oreilles. Les oreilles sont bien plus développées chez les rats noirs que chez les rats bruns. Bon, eh bien, ça fait deux différences si vous voyez passer ces bestioles-là devant chez vous. Illustration de l'importance du diagnostic dont vient de nous parler Florian. On retourne sur la ferme de Florian en Isère. Florian, comment le diagnostic s'est déroulé chez vous? Le diagnostic s'est passé en 2 temps sur l'exploitation. On a commencé par faire le tour de toute la ferme, regarder les endroits où on voyait des traces des rongeurs, que ce soit des crottes, des traces de leur passage, vraiment en détail sur toute l'exploitation. Et donc suite à ça, on a fait ce qu'on appelle un plan de sanitation. Donc on a marqué sur le plan satellite de la ferme tous les endroits où on allait poser des boîtes d'appâtage pour ensuite les disposer dans la ferme et sur tous les endroits stratégiques entre guillemets pour quadriller la ferme et où on avait vu des traces de rongeurs sur leur chemin. Alors Florian, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on connaît le ou les espèces auxquelles on est confronté, qu'on connaît le niveau et le lieu d'infestation, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc dans un premier temps, il faut rendre les sources de nourriture
inexploitables, c'est-à-dire par le rongeur. Ah oui, inaccessibles. Inaccessibles, les rendre inaccessibles le plus possible. Le plus possible. Voilà, après, c'est dans la limite du... Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? On nettoie? Donc on nettoie, par exemple, sous un silo, on enlève le surplus de nourriture. Ouais. Voilà, au bord des rides là aussi, c'est pareil. Donc on nettoie le plus possible là, à ce niveau-là. D'accord, il faut rendre les sources de nourriture inaccessibles, Voilà, c'est pour les couper de leur alimentation, Exactement, leur donner faim et qu'ils se précipitent à un moment ou à un autre vers ce qu'on va leur proposer. D'accord, alors du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que c'est le moment où on met du produit maintenant? Alors justement, en fonction de ça, ensuite, on choisit le bon produit selon le lieu et surtout l'espèce concernée par rapport au diagnostic de départ qui a été fait. Parce qu'on va le voir, on a plein de produits différents, ça va apparaître, voilà. Exactement. Donc on a une multiplicité d'appâts adaptés selon les espèces et les lieux. Par exemple, on va prendre sur le rat noir qui vit assez en hauteur, donc on peut utiliser de la pâte Biagro ou du multimix Biagro. Donc c'est du flocon d'avoine, tournesol et maïs. Bon, alors donc on voit qu'on a le choix dans les produits. Concrètement, comment on fait pour distribuer le bon produit au bon endroit? Donc voilà, on l'utilise avec des boîtes d'appâtage. Ah, vous en avez amené une, hein, je vous ai demandé. Allez-y, prenez votre boîte, Florian, la boîte d'appâtage, c'est très important, on va montrer ce que c'est et comment ça marche. Alors allez-y, on peut le montrer, d'abord vous mettez vos gants. Ouais, là, exactement, déjà dans un premier temps, mettre les gants. Parce qu'on rigole pas avec un produit, c'est normal, il faut toujours se protéger. On l'expliquera par la suite. Bien sûr, voilà. Pourquoi. Mettez vos gants tranquilles et puis on va voir la boîte. C'est très important parce que cette boîte, elle est très utile. Alors montrez-la nous et décrivez-la nous, s'il vous plaît. Voilà, donc la boîte, elle se constitue comme cela. Donc on a un système de sécurisation où on peut fermer la boîte avec un système de clés. Ok. Voilà, ce qui permet d'éviter que quelqu'un, par exemple, vienne toucher le produit. Exactement, tout à fait. On peut également la fixer contre le mur pour que personne la touche et qu'elle puisse se déplacer en même temps. Okay. Donc on peut la bloquer. Voilà. Une fois qu'elle est ouverte, qu'est-ce qu'on voit dedans? Une fois qu'elle est ouverte, donc si vous arrivez à l'ouvrir, l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Alors montrez-la nous, penchez-la vers la caméra. Voilà, ouvrez-la bien, super. Voilà. Donc à l'intérieur, pour la fixation des appâts, donc on a un système de broche. Donc pour fixer par exemple la pâte Biagro. Donc voilà. Alors là on a. Alors montrez-nous la pâte. Voilà, montrez-la bien à la caméra. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait alors là? Donc on la broche au niveau du centre. On la transperce. Voilà, on la transperce exactement et on la refixe dans son orifice. Donc voilà. Montrez-nous bien comment c'est maintenant. Voilà. Afin que la pâte soit fixée à l'intérieur et ne soit pas emmenée à l'extérieur par les rongeurs. Bah oui. Voilà. Pour que ça reste dans la boîte. Exactement. Pour que ça reste dans la boîte. Voilà. Donc on a un système aussi où on peut fixer mettre des produits, des grains. Voilà, mettre des grains. Donc on a une mangeoire prévue à cet effet aussi, où on peut mettre le grain à l'intérieur et qui évite qu'il soit dispersé aussi au niveau de la boîte et à l'extérieur. Donc la boîte, c'est d'abord un système de sécurisation, mais elle a aussi d'autres avantages. C'est quoi les avantages de la boîte, Florian? Donc c'est l'avantage de la boîte, c'est que au niveau sécurisé, c'est pour les animaux non cibles. Donc ça évite que les animaux non cibles viennent consommer la pâte toxique dans la boîte. Donc ça, c'est un premier objectif. Et les deux autres objectifs, c'est que l'appât est protégé de la poussière et de l'humidité. Ah, ça c'est important. Voilà, parce que pour garder, j'allais dire, son appétence et son efficacité. Exactement, parce que le problème, c'est si un appât qui est souillé par la poussière ou par l'humidité, automatiquement son appétence va être moindre. Okay. La suite. Alors maintenant qu'on a compris l'intérêt, les avantages de la boîte, où est-ce qu'on doit les positionner, ces boîtes d'appâtage? Alors les boîtes d'appâtage, elles doivent être positionnées au niveau des coulées, les endroits fréquentés par les rongeurs, les plus fréquentés, donc autour des lieux de nidification, autour des points de nourrissage. Et là, comme on peut voir à l'écran, donc on fait une ceinture de protection. Et ce qui consiste à faire un plan de sanitation. Un plan de sanitation, voilà. C'est-à-dire un endroit où, enfin, un papier, on va dire, un plan, où on note l'emplacement de chaque boîte, c'est bien ça? Exactement, on note l'emplacement de chaque boîte pour savoir où elles sont exactement
par la suite. Pour ne pas les oublier, pour aller les vérifier et les réapprovisionner autant que faire se doit. Alors justement, je tiens à préciser sur un plan de sanitation, là c'est un plan de sanitation qu'on voit à l'écran qui est d'extérieur par rapport au diagnostic qui a été fait avec des rebrins qui sont en extérieur. Mais attention, justement, je reviens un peu sur le diagnostic qui est très important. On peut avoir des espèces comme type la souris qui est en intérieur, donc le plan de sanitation sera en extérieur, mais aussi en intérieur, avec la disposition des boîtes d'appâtage en intérieur. Alors une fois qu'on les a installées, combien de temps on les laisse ces boîtes? Alors une fois qu'on a installé, donc au niveau des boîtes, il y a un temps d'adaptation. Donc ce temps d'adaptation, il y a la mise en place, et ensuite lorsque les rongeurs vont entrer dans les boîtes, ça peut durer entre 4 et 15 jours. Avant de rentrer dans les boîtes. Pourquoi c'est si long? Alors, chez le rat, il y a un phénomène de néophobie. Néophobie. Oui, de néophobie, oui. Donc, dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais vous expliquer. Donc, la néophobie, c'est un rongeur, un rat, surtout un rat. Tout ce qui est nouveau dans son environnement est dangereux pour lui, potentiellement dangereux. Il fait attention. C'est un comportement naturel chez le rongeur. Donc, il met un certain temps à rentrer dans la boîte. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que chez le rongeur, il y a une hiérarchie. Donc, on a des dominants, on a des dominés, on a des sentinelles. Et en premier lieu, c'est les dominants et les sentinelles qui vont commencer à rentrer dans les boîtes. C'est-à-dire les plus vieux, les plus expérimentés, ils disent ou ils font savoir aux plus jeunes et aux plus malades, va goûter avant moi. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est tout à fait comme ça. Une intelligence collective des rats qui nous permet de mieux comprendre pourquoi on a du mal à s'en débarrasser. Du coup, ces boîtes, combien de fois on va les voir? Qu'est-ce qu'on fait avec ces boîtes? Alors, comme on disait tout à l'heure, donc faut être patient. Attention avec votre montre. Oui, pardon. Merci. Faut être patient, et donc pour le suivi régulier du traitement, en général, même c'est ce qu'il faut, on passe une fois par semaine. Une fois par semaine. On passe une fois par semaine. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors on vérifie les appâts, on regarde, on observe s'ils sont consommés. Donc par rapport au plan de sanitation, on refait tout le suivi des dispositions des postes. Et s'ils sont consommés, qu'est-ce qu'on fait? Et si on s'est consommé, on peut dire qu'un appât à moitié consommé, il faut changer l'appât justement pour que tous les rongeurs puissent consommer dans les boîtes. D'accord. Et ça peut durer combien de temps au total? Et ça, en général, ça peut durer entre 15 jours à 2 mois en fonction des populations qui sont présentes sur le site. Jusqu'à 2 mois. Donc tant que c'est consommé, on rajoute et on laisse. On attend, on laisse consommer jusqu'au bout. Exactement. Si on a une grosse population, par exemple, ça peut durer plus longtemps parce que c'est ce qu'on disait par rapport tout à l'heure à la hiérarchie. Il y a des mâles dominants qui vont mettre un certain temps à rentrer dans les boîtes. Et donc là, comme il faut un certain temps, donc faut laisser l'appât plus longtemps sur le site pour que tous les rongeurs puissent consommer dans les appâts. Nos cibles principales sont les plus longues à venir, donc il faut être patient. Alors, une fois que ce traitement est en cours, est-ce qu'on peut se dire, allez, je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et je vais m'attaquer à leurs habitats, le tas de ferraille, le tas de planches que j'ai là dans la ferme depuis 10 ans? Alors, non, surtout pas, malheureusement. Surtout pas? Ah, surtout pas. Pas maintenant? Non, surtout pas. Laisse l'habitat? Il faut attendre la fin du traitement et laisser comme ça, ne pas toucher surtout l'habitat. D'accord, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de consommation dans les boîtes. Exactement. On termine le traitement. Et quand le traitement est terminé, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois que le traitement est terminé, ensuite, là, on refait le tour et il faut évacuer justement tous les tas de planches, tout ce qui est inutile, les tas de ferraille, tout de ce qu'on ne se sert pas. Voilà, faut trier, ranger. Alors on va voir des photos. Alors on en a tous dans toutes nos fermes. Hein. Ça, on le voit bien, des pneus. Voilà, on le voit par rapport aux photos. On peut avoir les pneus. Voilà. Malheureusement, on a souvent ça. Hein. Voilà, on peut avoir derrière un hangar. Exactement, tout à fait. On peut avoir des encombrants, des tas de ferraille, des poubelles qu'on laisse à peu pendant quelques jours ou quelques mois qu'on ne se sert pas. Et ça, c'est des zones où nos rongeurs, ils se multiplient, ils se cachent là-dedans. Oui, ça fait des zones de refuge, exactement aussi pour les rongeurs. D'accord. Voilà, tout ça fait des zones de refuge. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a évacué tous ces encombrants, toutes ces saloperies, on va dire les choses? Ça va permettre de nettoyer la ferme, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on doit faire autre chose autour des bâtiments? Alors oui, sur des bâtiments aussi autour, au niveau de la végétation, on peut nettoyer les zones végétalisées, donc c'est-à-dire les entretenir, débroussailler, tailler les arbres, les arbustes. Ah oui, c'est utile aussi. Oui, c'est utile parce que, comme on disait tout à l'heure, ça fait des endroits pour qu'ils nidifient, qu'ils se reproduisent. Ça fait des caches pour les rongeurs, exactement. Rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne. Dans les bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire d'un mot?
Alors, dans les bâtiments également aussi, on peut nettoyer, évacuer la ferraille ou Pareil, les encombrants. Voilà. Et on peut aussi sur certains bâtiments, on peut boucher les trous. Par exemple, les accès avec du béton, Du béton, un petit parpaing, voilà, ce qui peut être utile, ou les bas de porte avec des brosses prévues à cet effet, justement pour pas qu'il y ait rongeurs rentrent à l'intérieur. Oui. Alors, on va repartir sur la ferme de Florian en Isère. Florian, qu'avez-vous fait pour éliminer les rongeurs et surtout, quels résultats avez-vous obtenus? Alors pour traiter le problème, donc suite à l'intervention sur l'exploitation, on a continué à surveiller les boîtes d'appâtage qu'on avait mis en place, à veiller à ce qu'elles soient toujours, qu'elles contiennent toujours des sachets pour pas que les rongeurs en manquent. Au début, très régulièrement, une fois tous les mois, un mois et demi, et puis au fur et à mesure, quand la population de rongeurs a diminué, on peut espacer la surveillance des boîtes. Nous, on a constaté que ça a été vraiment très efficace, surtout au niveau des fourrages, que ce soit les silos, etc. On n'a plus de trous dans les bâches et donc beaucoup moins de pourris et de gaspillage de fourrage. Également sur les aliments en palette, le lait, etc., les aliments en big bag, on jette plus rien, on n'a plus de gaspillage. Et on n'a pas eu de nouveaux problèmes sur les robots à cause des souris et qui rongeaient les fils. Donc on est très satisfait de cette opération de dératisation. Damien, en conclusion, quels conseils peut-on donner aux éleveurs qui aujourd'hui ont l'impression que finalement, allez tiens, on n'a pas de problème dans notre élevage? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? En fait, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de rongeurs, mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y en a pas. Donc, ce qui est important, c'est de faire régulièrement un diagnostic, surveiller, comme l'a expliqué Florian, et dès qu'il y a une trace, commencer à prendre les devants pour pas être débordé par la suite. Il ne faut pas se laisser déborder, il faut être très vigilant et faire des diagnostics rapides. Alors pour retrouver toutes les informations que nous vous avons données ce matin et même pour aller plus loin, regardez ce magazine, on va le montrer. Alors d'abord je le montre ici. Regardez, je ne sais pas si on peut, voilà, merci Mathieu, ce Lifatech Info avec des dessins très humoristiques, on vous en a montré quelques-uns. Voilà, vous le voyez, et c'est un magazine tout à fait sérieux, hein, c'est pas un magazine humoristique, mais comme il y a des dessins humoristiques, c'est très sympa. Vous pouvez le demander à l'adresse mail qui va s'afficher, on va le remettre, voyez, vous pouvez envoyer à contact@lifatech.fr et on vous l'enverra gratuitement par la poste. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. On va maintenant passer aux questions de nos internautes, voir s'il y a des questions. Je vous présente Véronique Tressins. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes responsable marketing chez Lifatech. C'est vous qui avez la main sur le chat d'Hello Santé Nutrition. Quelle est la première question posée par nos internautes? Alors, il y a une question qui a été posée et qui est je ne vois rien chez moi, est-ce qu'il faut que je traite ou pas? Ah, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Damien, quelle réponse vous apportez à ça? En fait, avant de commencer à traiter, ce qui est important, c'est ce qu'on disait, de faire d'abord le diagnostic, vérifier est-ce qu'il y a présence ou pas. Si vous voyez quelques traces, bien sûr, vous pouvez commencer à traiter. Mais s'il y a pas il faut faire un diagnostic pour savoir qui c'est, où ils sont, et comment on les attaque. Quel produit on utilise. Est-ce qu'il y a une autre question? On n'a pas encore d'autres questions? Eh bien, dans ces cas-là, on va faire le tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci Florian. Merci Véronique. Merci Damien. C'est la fin de ce webinaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Attendez. Il y a une question qui intervient. Allez, on y va, on la monte, Véronique. Question de Jean-Charles Donval, donc qui demande, doit-on changer régulièrement les appâts, même s'ils ne sont pas consommés? Bonne question, Damien. Ou Damien ou Florian, pardon, comme vous voulez. On va se compléter. On va se compléter. Donc oui, il faut les changer quand même régulièrement parce que au fil du temps, ils vont prendre un peu d'humidité. Ils sont quand même malgré tout humides. Ils perdent de leur efficacité. Ils peuvent perdre de l'efficacité plutôt au bout de quelques mois. Enfin, ça dépend des conditions. Donc ça veut dire qu'il faut les changer tous les combien? Il faut les changer régulièrement. Ça veut dire combien? Alors, ça dépend des conditions. Si vous êtes, par exemple, vous êtes dans la laiterie, zone plutôt humide. Là, je dirais tous les mois, il faut vérifier que même s'il n'a pas été mangé. Même s'il n'a pas été mangé, il soit changé régulièrement. Vous êtes dans un endroit plus sec, ça peut durer 3-4 mois facilement.
Florian, vous voulez Voilà, compléter? oui, exactement. Il y a aussi en fonction des conditions climatiques. Hein, si c'est une boîte qui est à l'extérieur au niveau du soleil, hein, ce qui peut arriver, c'est quand même une boîte à patache et du plastique, ça monte en haute température. Et il peut avoir une altération du produit. Donc c'est sûr, au bout d'un mois et demi, 2 mois, on peut changer l'appât parce que l'appétence sera moindre. Véronique, avez-vous une autre question? On a une autre question, c'est est-ce qu'il faut un certibiocide? Ah, qu'est-ce que ça... D'abord, définissez-moi ça, un certibiocide. C'est un certificat officiel pour utiliser ce produit? C'est un certificat officiel pour utiliser le produit, mais qui est principalement à destination des dératiseurs professionnels. Ah oui, c'est pas pour les éleveurs. C'est pas pour les éleveurs. Les éleveurs en sont exemptés. D'accord. Parce qu'ils font partie du cycle, on va dire, de la fourche à la fourchette. Donc ils sont exemptés du certibiocide. Pour les agriculteurs, ce n'est pas nécessaire. Pour d'autres personnes, des personnes qui travaillent dans des silos, là c'est nécessaire. D'accord. Ok, mais nous, dans nos élevages, on n'a pas besoin de certibiocide. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a une autre question. C'est la réglementation nous oblige aujourd'hui à utiliser des appâts sans matière active. Interdiction d'un traitement préventif. Alors, quelle réglementation? C'est une réglementation spéciale là, dans la question? Non, c'est pas une réglementation bio? Non, mais c'est effectivement c'est une réglementation. Damien? Alors, ce qu'on en pense, c'est que c'est la règle, donc il faut faire avec. Et ça revient avec ce qu'on dit, hein, c'est on fait un diagnostic, s'il y a présence, on traite, s'il n'y a pas de présence, c'est ça. On ne traite pas, on reste sur du placebo. Voilà. Et c'est effectivement, je suis pour rejoindre ce que dit Damien, effectivement en préventif, hein, vraiment en préventif, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'infestation, on ne peut pas laisser des appâts toxiques sur une exploitation s'il n'y a pas de rongeurs. D'accord. Il vaut mieux les enlever, mettre du placebo. Pour voir s'ils sont mangés. Si c'est mangé, et si c'est mangé, on met des appâts. Voilà. Bon, c'est extrêmement intéressant. Et c'est là justement qu'on revient aussi sur le diagnostic, vérifier régulièrement si on commence à avoir des indices de présence. Si on, comme on disait tout à l'heure, si on voit des rongeurs, c'est un peu trop tard, mais si on commence à avoir des souillures, des sacs ouverts et tout ça, là il faut faire un diagnostic. Il faut faire un diagnostic parce que les premiers indices sont petits et après ça évolue. Dernière question et après on s'arrêtera. Je vois une personne qui est en train de taper, donc on va attendre. On attend alors. Bon, je vous en prie, tapez vite parce que on est déjà un petit peu en débord, mais on va essayer de prendre cette question parce que c'est l'intérêt du webinaire. Il y en a plusieurs. Je vous en prie. Alors, j'ai parti. Attendez, il est en train encore de taper. Ça et vous en avez pas une autre avant? Non, j'en ai pas d'autre avant. Alors on va attendre quelques secondes, mais on va pas pouvoir attendre trop longtemps parce qu'on est déjà en débord. Je vous en prie, tapez vite. J'ai participé il y a une semaine à la formation certibiocide. Il nous a été dit pas plus de 35 jours. J'imagine que la personne veut dire 35 jours de traitement avec des appâts. Alors non, c'est pas l'interprétation qu'il faut avoir. C'est pas une durée de 35 jours de traitement. C'est qu'au bout de 35 jours, si on s'aperçoit qu'il y a toujours autant de consommation, autant d'activités rongeurs, il faut faire un bilan, dire est-ce que j'ai utilisé la bonne matière active, est-ce que j'ai utilisé la bonne formulation, et on peut repartir, on peut continuer sur du traitement. Si aussi au bout de 35 jours vous voyez qu'il y a eu de la consommation, que la population baisse, mais qu'il y en a toujours encore un peu, on peut continuer le traitement. C'est pas une obligation de s'arrêter à 35 jours, c'est qu'au bout de 35 jours, s'il y a toujours traitement, il faut faire un bilan. D'accord. Eh bien, ce sera la dernière question parce qu'on est déjà en débord. Merci à vous, merci Véronique, merci Damien, merci Florian. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour vos questions. À bientôt sur Hello.